Bonjour, merci Marc de lancer ce nouveau podcast. Alors sur une question très importante que beaucoup de gens se posent, quelle eau boire? Alors on a constitué petit à petit bah, on va dire une liste d'invités susceptibles de répondre à ces questions dont tout le monde se pose. Quelle eau boire? Parce que finalement, quand on commence à rentrer dans le vif du sujet, on s'aperçoit que l'eau du robinet n'est pas forcément bonne, que en bouteille n'est pas forcément bonne non plus. Alors, pour le public, le consommateur qui va faire ses courses, il a besoin de renseignements. Alors, comme ce genre de renseignements, on ne va pas l'avoir dans les médias traditionnels pour des tas de raisons, entre autres que ce qui leur permet de vivre industriellement parlant, ce sont les publicités de ces mêmes industriels. Donc, heureusement qu'il y a un podcast comme Océan Sea Live qui permet, puisque nous avons une liberté que n'ont pas les médias traditionnels, eh bien d'apporter une réponse alternative à tout ça. Et pour ceux qui se poseraient donc des questions, on s'adresse bien à des personnes compétentes par rapport à leur domaine d'activité. Et aujourd'hui, exceptionnellement, eh bien, nous recevons, nous recevons quelqu'un qui n'est pas du tout un habitué de Océan Sea Live. Pas vraiment, pas vraiment. Alors, on va quand même faire une présentation pour ceux qui découvriraient, ou ceux qui seraient les premiers qui découvriraient Océan Sea Live par cette vidéo. Donc, on va refaire des présentations, et remercier à nouveau, évidemment, Marc-Henri. Voilà. Alors, Marc-Henri, bonjour. Bonjour Rodolphe. Alors, on rappelle que Marc-Henri est chimiste à l'université de Strasbourg, Strasbourg, professeur, enseignant-chercheur. chercheur, voilà. Et de son activité, de par ses compétences, ses connaissances, et puis parce que, au moins, il fera partie des invités qui n'ont pas on va dire, qui n'est pas tranché sur telle ou telle alternative, en tout cas qui peut nous apporter un éclairage sur la manière d'aborder cette question, non pas sur un œil intéressé, mais le plus scientifique qui soit. Et voilà, c'est le témoignage de Marc nous apportera en tout cas quelque chose pour contrebalancer ce qui va être dit par d'autres invités qui auront, puisque par exemple, il y en a certains qui vendront un procédé, donc qui nous diront, bah oui, mon procédé est quand même Et le meilleur. c'est le meilleur, etc. Ce qui est tout à leur avantage. Moi, je veux dire, c'est tout à leur honneur, c'est normal. Sinon, à la limite, ils s'investiraient pas pour tel ou tel procédé. Alors voilà, donc maintenant, la question cruciale, le podcast dure moins de 30 minutes, voire le plus court qui soit, pour vous apporter la réponse. Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire de quelle eau à boire? Bon, ben déjà, toutes les eaux sont bonnes. Il faut boire de l'eau. Donc ça, il n'y a pas vraiment de différence dans un premier temps. Donc, ce qui est important, c'est de savoir exactement, plus que quelle eau boire, quand la boire et en quelle quantité. Mhm. Il y a des gens qui boivent pas du tout d'eau de toute la journée. Il y en a qui en boivent plus de 4 litres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui disent qu'il faut boire 2-3 litres, d'autres qui disent qu'il faut boire qu'1 litre. Donc beaucoup de recommandations. Donc moi, je dirais que c'est d'abord un problème de budget. C'est-à-dire que lorsqu'on doit boire de l'eau, évidemment, on peut tout de suite penser à un appareil à dynamiser, une osmosée d'ultra haute qualité, mais si on n'a pas le budget pour s'offrir ces appareils, c'est pas la peine d'y penser. Donc je dirais que pour les budgets modestes, il faut commencer par l'eau du robinet plus pichet filtrant. C'est le minimum. Alors l'eau du robinet, pourquoi? Bien parce c'est quand même la moins chère, elle est quasiment gratuite par rapport à l'eau en bouteille, et donc elle arrive à la distribution.
Le problème, c'est qu'il peut y avoir effectivement quelques petites molécules indésirables, et d'où l'intérêt du pichet filtrant, avec donc première recommandation, quand on utilise un pichet filtrant, c'est de bien changer le filtre régulièrement. Voilà. Ensuite, le pichet filtrant, bon, il faut changer le filtre, et puis on donne de l'argent à une société qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc l'étape suivante, c'est évidemment de purifier soi-même son eau pour boire une eau la plus pure possible. Donc l'idée, c'est un peu controversé, mais disons, moi je recommande l'eau la moins minéralisée possible. Donc qu'est-ce que ça veut dire la moins minéralisée possible? Ça veut dire entre 10 et 100 mg litre de résidus à sec. Donc ça, si on prend de l'eau en bouteille, c'est assez facile à vérifier, puisqu'il y a sur toutes les étiquettes, c'est obligatoire, cette mention résidus à sec à 180 degrés C. Donc le chiffre doit être compris si on choisit l'eau en bouteille entre 10 et 100 mg litre, idéalement. Après, on ne trouve pas forcément ces eaux dans tous les magasins, donc on peut monter à 120, 130, 150. Disons que si on commence à dépasser 200, 300, c'est une eau qui est un petit peu trop chargée. L'avantage de l'osmoseur, donc la purification de son eau à domicile, c'est qu'on part de l'eau du robinet qui peut être très chargée, elle peut être à 600 ou 650, suivant les régions. Donc l'intérêt de l'osmoseur, c'est de ramener ça à quasiment 10 ou 20. Voilà. Alors, l'autre terme, c'est filtration, hein, de ce que tu es en train de dire là. Non, parce qu'il y a aussi des filtrateurs, enfin des choses qui filtrent, qui ne sont pas forcément des osmoseurs. Ah, d'accord. Oui, donc il faut faire attention avec ça. Alors, quelle est la différence entre filtrer et osmoser alors? Filtrer, ça consiste à retirer tout ce qui est, disons, supérieur à 0,1 micron. Après, si on veut enlever les virus, par exemple, là, il ne faut pas faire une filtration, il faut faire une ultra-filtration. Ah oui. Et là, on peut enlever les virus. Mais par contre, on n'enlève pas les sels. Si on veut enlever vraiment tout ce qu'il y a dans l'eau, les sels et les molécules indésirables, il faut faire ce qu'on appelle une osmose inverse, qui n'est pas vraiment une filtration, au sens technique du terme. C'est un moyen, via la pression, d'obliger l'eau à passer à travers une membrane qui a de tout petits trous. Et comme il n'y a que l'eau qui peut passer, tout le reste à l'extérieur, que ce soit les molécules, les sels, les virus, les bactéries. Donc c'est pour ça que c'est un procédé qui est extrêmement intéressant quand on veut gérer soi-même son eau de boisson. Parce que c'est évidemment pour une eau de boisson, c'est pas pour se laver. Ou alors on peut aussi utiliser l'eau osmosée pour faire la cuisine, mais enfin c'est une petite production. Donc ça, c'est évidemment si on a les moyens, parce que l'osmoseur, c'est quand même quelques centaines d'euros. Donc si on a les moyens, c'est pour moi la solution idéale, parce qu'on utilise l'eau du robinet, qui est quand même de bonne qualité, quoi qu'on en dise, et grâce à l'osmoseur, on enlève quasiment tout ce qui est gênant. Alors ensuite, c'est là où on peut être un petit peu, disons, peut varier en fonction des gens. On peut très bien voir l'eau osmosée comme ça. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas le faire parce qu'on va se rendre malade, que c'est une eau morte, qu'on va se décalcifier, enfin bref. Il y a des tas de gens qui nous disent des tas d'horreurs sur l'eau osmosée, sur le fait de boire de l'eau osmosée directement. En fait, pas du tout. On peut très bien boire de l'eau osmosée pendant des années. Moi, je l'ai fait. L'intérêt de boire de l'eau osmosée non dynamisée, c'est que c'est décapant, quoi. C'est-à-dire que ça nettoie un petit peu l'organisme. Donc par contre, boire ça toute sa vie, non. Mais si on veut vraiment se décrasser, un bon petit coup d'osmosée bien à 10 ou 20 mg litre, ça fait du bien en général. Alors, moi, ce que je recommande quand on prend de l'eau osmosée comme ça, non dynamisée et non reminéralisée surtout, c'est faire des petites cures de 3 semaines. Et puis d'arrêter. Alors pourquoi 3 semaines? Parce que on sait qu'il faut environ 15 jours, 3 semaines pour que toute l'eau du corps se renouvelle.
Donc chaque fois qu'on change de procédé, il est bon de l'appliquer au moins pendant 15 jours, 3 semaines. Puis au bout de 3 semaines, on s'est complètement habitué à ce système. Donc là, il peut être temps soit de continuer si vraiment on a besoin sans qu'on a encore besoin de boire, soit alors carrément d'arrêter et de repartir sur une eau un peu différente. Ça, c'est un petit peu ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à varier l'eau de boisson. C'est comme quand on prend du vin, on ne prend pas que du Côte-du-Rhône, hein, on prend du Bordeaux, du vin d'Alsace, on prend du Bourgogne. Je vois que monsieur est connaisseur. Voilà, avec l'eau c'est pareil, il ne faut pas boire toujours la même eau en fait. D'où l'intérêt d'avoir en fait une eau qui est relativement propre, disons qu'on prend l'habitude de boire en routine, et de temps en temps, soit un dynamiseur, soit une eau un petit peu plus spéciale. Voilà, disons les choses. Ensuite, c'est le problème de la quantité. Ça, c'est un énorme problème parce que là, il n'y a pas de règle. Alors, parce que c'est très variable en fonction des gens. Donc là, on est son seul maître. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se forcer à boire. Même si on boit qu'1 litre, et si on n'a pas envie de boire plus, il ne faut pas boire plus d'1 litre. C'est qu'1 litre suffit. Par contre, si on est capable de boire 2-3 litres, pourquoi pas? Donc sur la quantité, c'est un petit peu, disons, personnel. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'eau, d'autres qui ont besoin de moins beaucoup d'eau. Ce qu'on sait, c'est qu'en général, il faut au minimum 1 litre. Voilà. Et puis on peut aller jusqu'à 2 litres par jour. Ça, c'est les fourchettes moyennes auxquelles on peut s'attendre. Au-delà de 2 litres par jour, ça devient un petit peu bizarre. On n'a pas besoin de boire autant. En dessous d'1 litre par jour, là aussi, c'est un petit peu pathologique. C'est pas très normal. Autre chose qui est importante, quelle que soit la qualité de l'eau, c'est de la boire entre les repas. Ne pas la boire pendant qu'on mange, mais plutôt en toute petite quantité, étalée sur toute la journée. Ça, c'est important, parce que si on veut vraiment que l'eau fasse son rôle de nettoyeur de nos cellules, eh bien, il faut qu'elle arrive en petite quantité. Sinon, si on en boit trop, ça part tout de suite dans les reins, la vessie, et puis après, on va aux toilettes plus souvent. Donc, l'idée, c'est de boire un dé à coudre d'eau, disons, tous les 10 minutes, un quart d'heure. Une petite gorgée. Donc, d'avoir une bouteille à côté de soi. Voilà, et puis, régulièrement, on boit de l'eau. Pendant les repas, si on a soif, un verre de vin rouge, mais pas d'eau. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport... donc ça, c'est pour tout ce qui est de la filtration, etc. Donc moi, de ce que j'ai pu comprendre, même si, bon, enfin, au vu de ce que tu m'as dit là, de ce que tu nous as dit, c'est que l'eau du robinet est une eau relativement bonne disons que si. avec toutes les réserves aussi, parce que quand tu me dis les petites molécules, quand on voit quand même qu'il y a des milliers et des milliers de molécules qui sont pas invitées... Mais là, moi, je voudrais que les gens fassent un petit peu attention et réalisent que ces molécules, on les trouve aussi dans l'alimentation. Et en quantité beaucoup plus importante que dans l'eau. Donc, à la limite, c'est pas l'eau qui pose problème, c'est plutôt l'alimentation pour ces problèmes-là. Les seules molécules qui posent vraiment problème dans l'eau sont ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Il y a des molécules qui agissent en tellement faible quantité que là, effectivement, le fait d'en boire régulièrement peut poser problème. Mais pour ce qui concerne beaucoup de molécules qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens, on les prend beaucoup plus par l'alimentation que par l'eau de boisson. Donc là, c'est pas critique. D'autre part, le fait, par exemple, d'utiliser un pichet filtrant, qui est la solution zéro, minimum, enlève déjà énormément de ces molécules ennuyeuses. Donc c'est quand même... mais alors, oui. Ouais. La question que je me pose, c'est finalement, à t'entendre, j'aurais presque l'impression que
on a un pouvoir d'action, on a un pouvoir d'action très limité finalement, qui est l'eau de boisson. Enfin, l'eau de boisson, et encore que c'est l'eau qu'on va boire, et en plus de l'eau finalement, parce que si on se réfère à un enregistrement qu'on avait déjà fait au mois de janvier de cette année, donc janvier 2012, Mm. où la question est-ce que l'eau, le lien entre l'eau et l'hydratation, tu nous avais déjà dit que c'était pas vraiment lié, enfin c'était déjà, comment dirais-je, Ah ben, euh, on n'est pas maître hein, de l'hydratation. voilà, mais en tout cas, c'était que l'eau qu'on buvait ne rentrait pas dans notre corps. Enfin, disons que le débat n'était pas tranché, c'est-à-dire que Oui, on ne sait pas si l'eau qu'on boit permet juste le transport ou si elle permet l'hydratation du corps. Voilà. Et voilà. donc, le débat n'est pas tranché, même dans le Alors, monde de la, enfin dans la médecine. Et au final, de ce que là, j'écoute de ce que tu dis, qui est très intéressant, c'est que finalement filtrer ou osmoser, voire dynamiser son eau est une action, je dirais, très localisée, puisque finalement, ça serait toute l'alimentation, et c'est là où, à la limite, on devrait avoir encore une action aussi, mais ça, l'action, on peut pas l'avoir, même pas en mangeant bio d'ailleurs, puisque comme me l'avait fait remarquer Yann Olivo une fois, c'est que oui. sur les étiquettes de la nourriture bio, nous n'avons pas la provenance de l'eau. On ne sait pas. Il y a quelques marques qui disent que l'eau a été osmosée, mais sinon, tout est bio. Et quand il s'agit de l'eau, c'est pas du tout précisé si elle a été osmosée, filtrée, dynamisée. Il n'y a aucun renseignement. Et au vu de ce que tu es en train de nous dire, ça veut dire que même les gens qui croient manger sainement en mangeant bio, bah, au final, ils n'ont aucune action là-dessus. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Là-dessus, non. Enfin, je veux dire, c'est le fait de manger bio, on est sûr qu'on ne peut pas éliminer tous les problèmes, mais on limite quand même par rapport à une alimentation Bah, avec une agriculture conventionnelle. oui et non, parce que au niveau de l'eau, par exemple, on voit pas sur les étiquettes stipulé que l'eau a été osmosée et filtrée par rapport, justement, quand je rebondis par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que les molécules passent plus par l'eau. Enfin, moi, Oui. j'en ai conclu de cette manière-là. C'est-à-dire que l'eau qu'on utilise pour l'agriculture, pour l'élevage, eh bien, nous n'avons aucune action, nous en tant que consommateurs, nous n'avons aucune action sur cette, je sais pas comment je pourrais dire ça, sur cette pollution, hein, alors qu'on achète quand même bio. Alors, je parle pour les gens qui achèteraient bio, je parle même pas pour les Mhm. gens qui n'achètent pas bio, mais là, est-ce que pour ces gens-là, ils ont un moyen d'action Ah j'en non, suis c'est pas clair sûr. que si, pour ce qui est de l'alimentation, si on n'indique pas qu'est-ce qu'on a utilisé comme eau pour faire l'aliment, c'est clair qu'il y a une source de pollution qui vient de l'eau via l'alimentation. Mm. Mais c'est pas trop dans les produits. Il faut savoir que la grosse pollution alimentaire ne vient pas de la chaîne industrielle. Parce que les industriels sont pas fous, ils savent très bien, hein, ils utilisent une eau qui de toute façon est purifiée. Ils vont pas utiliser n'importe quoi pour faire de l'alimentation. Le problème, il vient de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire la viande et les poissons, c'est-à-dire les animaux qui vivent au contact de l'eau et qu'on mange. Le cas typique, c'est les poissons gras, par exemple, le thon, la baleine, le requin. Sont des poissons qui sont extrêmement chargés en produits toxiques, métaux lourds, pesticides, parce qu'ils vivent dans l'eau. Euh, sur un produit industriel, moi je suis assez confiant. Hein. Je veux dire que ici en Alsace, par exemple, ils fabriquent de la bière. Euh, ils fabriquent de la bière. Euh, ils utilisent tous en général de l'eau osmosée ou de l'eau d'extrêmement grande qualité, parce que sinon la bière est pas bonne, tout Mm. simplement. Mm. Moi, sur les produits industriels, j'ai pas trop de soucis. C'est plus sur les produits viennent directement de la mer ou de l'eau de rivière et qu'il n'y a pas de traitement justement industriel, que là, il peut y avoir des gros problèmes de pollution. Alors, pour ce qui concerne l'eau, il faut aussi distinguer la filtration de la dynamisation. Dynamiser l'eau, on peut le faire même avec une eau du robinet. On n'est pas obligé de dynamiser avec une eau pure. C'est sûr que c'est mieux de dynamiser une eau qui est propre
Mais la dynamisation, normalement, est un procédé qui permet justement de limiter l'effet des molécules indésirables, même si elles sont là. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler, parce qu'il y a toujours ce terme-là qui est utilisé, mais bon, qui est d'une imprécision fantastique, qui est l'eau pure. Oui. Qu'est-ce que tu appelles par l'eau pure, là, à ce moment-là, là? Ben, Parce que l'eau l'eau pure pure, est un peu... disons, pour moi, une eau est pure en dessous de 10 mg litre. Voilà, d'accord. Voilà. Pour moi, c'est de l'eau pure, c'est-à-dire que Et d'ailleurs, excuse-moi, est-ce que les gens ont, est-ce il y a quelque chose qui nous permette de mesurer, est-ce que les gens peuvent acheter, par exemple, des choses dans le commerce pour mesurer la pureté de l'eau, puisque une eau pure par oui, essence, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu déjà avec toi et maintes fois, et on y reviendra certainement sur ce sujet du mythe de l'eau pure qui ne peut pas exister, puisque l'eau est forcément liée à une autre molécule ou à quelque chose qui fait que on peut pas avoir une eau pure. Après, donc, quand les gens comme Marc parlent de l'eau pure, donc de préciser qu'est-ce qu'ils veulent dire par l'eau pure, et est-ce que dans le commerce, on peut trouver quelque chose que les gens peuvent acheter pour mesurer, je dirais, la propreté, non pas la pureté, mais au moins la propreté de l'eau? oui, bah, il y a ce qu'on appelle les TDS, hein, ce sont des appareils qu'on met dans l'eau, qui mesurent. Alors, le problème des TDS, c'est qu'ils ne mesurent que la salinité, enfin, les Ah, sels dissous. Mais c'est déjà pas mal, hein. ah bon. Donc, avec ça, moi, quand je dis 10 mg litre, c'est évidemment un sel dissous. Parce que les molécules, par exemple, comme le bisphénol A qu'on peut trouver dans les molécules, dans les biberons ou dans les eaux en bouteille, c'est des concentrations qui sont, enfin, faut des appareils extrêmement puissants pour les mesurer. C'est pas le grand public qui peut le faire, hein. Hmm. Donc, moi, j'appelle eau pure déjà une eau qui est peu minéralisée, donc en dessous de 10 mg litre, avec le TDS qui donne cette information-là, et qui a été osmosée, parce qu'on sait que l'osmose retient tout ce qui est médicaments, pesticides, métaux lourds, enfin tout ce qui est difficile à quantifier, et même en très faible concentration. L'osmose inverse enlève tout ça, quoi. Et dans quel commerce on trouve ces TDS? Alors, sur Internet, je pense, chez tous les... déjà, normalement, quand on achète un osmoseur, ça doit être livré avec. Mhm. Si on ne vous livre pas un TDS avec votre osmoseur, c'est qu'il y a un problème. C'est que le Bon. fournisseur n'est pas correct. C'est important parce que le seul problème qu'il y a à l'osmose inverse, et beaucoup de gens ont fait d'ailleurs de la publicité négative là-dessus, surtout en Allemagne, parce qu'il y a des gens qui sont morts, hein, en buvant de l'eau osmosée, c'est tout simplement ce qu'on appelle la rupture de la membrane. Donc, tant que la membrane fonctionne, ça fait une eau de très bonne qualité. Mais à Mhm. partir du moment où la membrane est endommagée, et c'est essentiellement le chlore, hein, qui l'endommage, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment changé les filtres à charbon actif à l'entrée qui sont chargés de tenir le chlore, une membrane d'osmose inverse qui est endommagée, c'est un nid à bactéries pathogènes, et donc on peut s'empoisonner. D'où l'intérêt d'avoir ce TDS pour mesurer l'eau de l'osmoseur. Et dès qu'on voit l'eau qui n'est plus à la norme, c'est-à-dire entre 10 et 35 ou 40, ça veut dire que la membrane est défectueuse et là, il faut la changer tout de suite. Ok. Donc, normalement, cet appareil doit être livré avec un osmoseur. Maintenant, on doit pouvoir l'acheter sur Internet. Ça s'appelle TDS, donc TDS, Total Dissolved Solute, in English, please. Euh, Donc, c'est un stylo qu'on trempe dans l'eau et qui affiche un chiffre en milligrammes litres. Ok. Et donc là, on doit être à moins de 10 grammes. C'est ça. Alors, Pour une eau propre. quand on veut une eau pure, pas une eau propre. Oui, Moi, ce que enfin une eau j'appelle une eau, pure, entre guillemets, quoi. voilà, pure entre guillemets, voilà. Soyons Bon, précis. c'est avec ça qu'on peut vérifier son eau du robinet, par exemple. D'accord. Alors, avec un Alors, il nous TDS, on reste, peut aller jusqu'à 650, hein, 750. il nous reste très peu de temps pour qu'on s'applique à faire vraiment un programme court pour que les gens aient de l'information rapidement. Et je voudrais qu'on termine par, parce que tu commençais à en parler, sur la dynamisation. Voilà. Donc là, on a parlé donc de la filtration, de les moyens pour regarder. Donc après, de voir que bon, l'eau du robinet n'est pas si mauvaise que ça, avec
toutes les retenues aussi que ça peut avoir. Maintenant, concernant la dynamisation, Marc, qu'est-ce que tu peux dire sur la dynamisation, voilà, scientifiquement parlant, et puis peut-être que toi, tu as une expérience par Alors, rapport à sur la la dynamisation. dynamisation, scientifiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il n'y a aucune recherche, donc officiellement le sujet n'existe pas. On peut rien dire. Bon, bah au moins c'est simple. Par contre, effectivement, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais la plupart des gens qui sont un petit peu attentifs à leur eau de boisson la dynamisent. Donc là, la dynamisation, c'est personnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il va y avoir un appareil miracle qui vous dynamise votre eau et qui va vous éviter d'avoir le cancer, le sida ou je ne sais quelle autre maladie. Chaque dynamisation est d'abord une affaire personnelle. Donc, ça peut être très simple, ça peut être tout simplement mettre l'eau au soleil, c'est déjà une dynamisation. Oui. Ça peut être la faire tournoyer dans son verre, faire un petit vortex avec une cuillère, hein, simplement. Ou alors on peut acheter un appareil qui vortex à toute allure. Après, c'est vraiment un choix personnel. L'idée, c'est de toujours prendre du plaisir à boire l'eau. C'est-à-dire que si on n'a pas plaisir à boire une eau, même si elle a été dynamisée, c'est que la dynamisation ne convient pas. Donc il faut en changer. À partir du moment où il y a une dynamisation qui convient, à ce moment-là, on a envie de boire de l'eau. Et ce qui va se passer avec la dynamisation, c'est qu'elle va nous changer à l'intérieur de nous, parce que l'eau a quand même un effet, la dynamisation est importante. Et à un moment donné, cette dynamisation qui nous convenait ne va plus fonctionner. C'est-à-dire qu'on va revenir à un état où on n'a plus trop envie de boire de l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut changer de dynamisation. On a résolu certains problèmes qui étaient liés à quelque chose que la dynamisation a réglé. Ces choses étant réglées, apparaissent d'autres problèmes. Donc ça veut dire que la dynamisation est quelque chose qui évolue dans le temps. On commence avec une eau dynamisée, puis au fur et à mesure des années, on change. On ne reste pas toujours avec la même eau. Ça, c'est la grande maxime. Dès qu'on sent qu'on se lasse de l'eau, qu'on se force à boire, c'est qu'il faut faire quelque chose. Il faut soit changer la qualité de l'eau, soit changer le mode de dynamisation. Et si on ne dynamise pas, pensez à dynamiser. Peut-être qu'à ce moment-là, ça sera de meilleure qualité. On aura plus envie de boire. C'est toujours pareil, c'est l'envie de boire qui doit gouverner, et tant qu'on arrive à boire entre 1 et 2 litres, alors je parle bien de 1 et 2 litres d'eau toute seule. Pas de tisane, pas de café, pas de jus d'orange, on parle bien de boire de l'eau normale, hein, pas mélangée avec autre chose, entre 1 et 2 litres. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Marc pour d'avoir encore passé du temps à répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent, et entre autres les consommateurs, surtout ceux qui prennent conscience de l'importance de l'eau à boire au quotidien. Donc, merci Marc une fois de plus. Merci Rodolphe, j'espère que ça sera été utile. Eh ben, j'espère aussi, de toute façon, ça sera forcément utile, hein, puisque ces vidéos ont pour but de donner la parole à un maximum de personnes pour que ensuite vous, le public, ceux qui regarderont cette vidéo et ces vidéos, vous fassiez votre idée par vous-même. Hein. C'est finalement comme ça qu'on devrait tous fonctionner, c'est-à-dire l'information, c'est pas, on doit pas vous la donner toute cuite. C'est à vous de vous la faire vous-même, et exactement comme une filtration, une dynamisation, comme nous l'a dit Marc, c'est une expérience déjà qui est personnelle, et donc on ne pourra pas vous dire quel est le système le plus performant ou le moins performant. Chaque système a des vertus, des choses un peu moins bonnes. Tous les systèmes sont bons, il y en a qui conviennent à des personnes et d'autres qui ne conviennent pas, donc il faut faire le tri. Voilà. Et il n'y a que la personne qui peut le faire, celle qui boit.
C'est pas le vendeur Donc, qui fera le prix. oui, c'est certainement pas le vendeur. Et puis, c'est pas nous non plus, puisqu'on est Non. en adéquation par rapport à ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est à vous de faire votre propre idée. Et cette collection de vidéos qu'est le boire du podcast Océan Sea Live est là pour ça. C'est-à-dire que c'est en fonction de tous les arguments que vous allez pouvoir collecter que vous allez faire votre propre idée. Voilà. J'espère en tout cas que ce podcast vous a été utile. Merci pour ceux qui nous ont regardés en direct. Ça fait toujours plaisir quand on a des gens qui nous regardent en direct et pour tous ceux qui soutiennent ou qui continuent à soutenir ce podcast, merci de vous abonner à la chaîne Océan Sea Live, quitte à la regarder, eh bien, à apporter votre soutien, soit en vous abonnant à la chaîne YouTube, en vous abonnant à la chaîne, enfin à la page Facebook Océan Sea Live. Et petit aparté, Marc-Henri a une chaîne YouTube. Tout sera inscrit dans la description. Voilà, merci de nous avoir suivis. À une prochaine fois. Je vous rappelle que le 12 novembre, on a une grande émission en multiplex avec entre autres Marc-Henri, Jacques Collin, Yann Oliveau et d'autres amis qui viendront se joindre pour une grande émission spéciale à 18h le 12 novembre. Voilà. Merci, bye. Salut!